Dans quelle mesure le numérique peut-il devenir un élément créatif? Donc, ça s'appelle, Nature et artifice. On verra tout au long que ça évidemment, ce titre a un sens. Donc on va explorer les œuvres de Miguel Chevalier, ces œuvres virtuelles, qui ont été pensées à partir, de graines virtuelles et donc dans une idée de concevoir des jardins numériques génératifs et interactifs. Je vais peut-être juste te rappeler, génératif, ce que ça signifie. Tout simplement qui concerne la génération, la reproduction, qui a le pouvoir finalement de générer, de créer, de produire, de reproduire même. On parle d'art génératif, hein. On pourrait dire que c'est aussi un art, évolutif, c'est peut-être plus intelligible. En tout cas, oui, un art, évolutif, un art qui se métamorphose, un art qui ne se termine pas. Vous avez déjà certainement, entendu parler des œuvres inachevées, des œuvres non finies, on les appelle aussi. Il y a cette dimension-là dans les œuvres de Miguel Chevalier et notamment dans ses jardins numériques, puisqu'ils sont, tout le temps en évolution. Ils n'ont pas de fin. Et interactif, c'est un terme que vous connaissez. Ah super, je vois que l'écran. Alors vous m'entendez pas, Étienne, vous m'entendez quand, enfin je veux dire vous ne pouvez pas, on peut pas. Ah non, le micro est coupé. Mais donc vous m'entendez bien, tout est OK. C'est merveilleux. On fera. Ah voilà, vous écrivez. Si vous voulez, on fera un petit. Je viens juste de commencer, hein, donc vous n'avez rien perdu. Si vous voulez, on fera un petit point avant la fin pour prendre les questions et faire connaissance, puisque on devait faire ce point-là juste avant et on ne l'a pas fait. Donc interactif, je précise aussi, je me montre un petit peu que nos amis les Colombiens nous voient quand même un petit peu. Voilà. Donc interactif, bonjour à tous. Interactif, c'est qui permet un échange entre un utilisateur et un ordinateur ou une machine, si vous voulez, hein. Il y a une interaction qui est possible, donc un échange qui est possible. On parle de plus en plus de ça, hein, de cet art interactif. Alors là, évidemment, ça semble tomber sous le sens puisqu'on est dans un, dans un médium qui est virtuel, mais on retrouve ça aussi chez d'autres artistes, dans des médiums plus académiques, hein. On en reparlera si vous voulez. Alors, Miguel Chevalier, il a généré, on peut parler de ça, des fleurs virtuelles à partir dans quatre grandes œuvres, hein. Il a classifié ça sous forme de quatre grandes œuvres qu'il a exposées. Donc, la première que l'on va voir, elle s'appelle Surnature, qui s'est produite entre 2003 pardon, et 2021. La deuxième, Fractal Flowers, entre 2008 et 2023. La troisième, Transnature, entre 2012 et 2023. Et la dernière, Extra Natural, entre 2016 et 2023. Évidemment, toutes sont liées, hein, liées par le concept, dans un premier temps, hein, par ces fameuses graines virtuelles, par un algorithme, évidemment, puisque derrière cette dimension-là, il y a une dimension algorithmique, si on peut dire. Euh, et par une démarche collaborative, puisqu'on suppose que quand on crée ce type d'œuvre, on n'est pas tout seul et il y a une démarche en effet participative, collaborative, de façon à pouvoir générer ces œuvres, rien que dans l'élaboration du logiciel, par exemple. Donc, sur Nature, c'est la première génération d'un herbier virtuel. Il l'appelle comme ça, hein, donc l'herbier tel qu'on le connaissait quand on était plus jeune, ce qu'on faisait d'ailleurs très souvent à l'école ou même de façon personnelle, donc avec ces plantes, ces feuilles que l'on ramassait au fur et à mesure de nos promenades
et que l'on faisait sécher entre des feuilles de papier journaux pour ensuite les coller dans un joli carnet et puis parfois annoter les éléments qu'on avait récupérés dans notre déambulation. Alors là, on est sur le même principe, sauf que c'est totalement virtuel. Donc, vous voyez, on a ce type de d'œuvres, hein, on les appelle comme ça, hein, et on est vraiment sur des, un jardin qui s'inspire du monde végétal. Il faut savoir que Miguel Chevalier ne travaille pas de façon hasardeuse ou aléatoire, même si dans ces algorithmes, il y a cette dimension hasardeuse. On le verra de façon plus approfondie juste après. Mais en tout cas, il travaille avec l'Institut national de la recherche agronomique, donc l'INRA, pour vraiment s'inspirer de plantes existantes qui sont étudiées, voilà, donc il y a vraiment une précision dans sa recherche pour pouvoir élaborer des plantes qui sont des plantes qui existent afin de pouvoir constituer ces jardins numériques. Donc ce sont des graines et des fleurs qui sont quand même imaginaires, même si l'inspiration, et c'est ça qui est intéressant, viennent de plantes existantes à partir d'un laboratoire de recherche. Euh, et puis à partir de ça, il crée des univers de vie artificielle avec des effets de croissance, de prolifération et également de disparition. Euh, on pourrait appeler ça, hein, c'est un terme aujourd'hui qu'on utilise dans le domaine de l'art, on pourrait appeler ça une œuvre vivante. Parce qu'en effet, il y a quelque chose qui naît, il y a ensuite quelque chose qui se développe pour arriver à un point d'acmé et ensuite décliner pour mourir. Alors, dans les œuvres de Miguel Chevalier, il y a aussi des hybridations, des métissages entre les graines, cette fois-ci complètement aléatoires, qui sont introduites dans l'algorithme, mais qui sont faites de façon hasardeuse et qui vont finalement permettre de poursuivre ce cycle de vie. C'est-à-dire que les plantes meurent en effet, mais elles vont mourir, elles se sont ensemencées et donc elles vont à nouveau se reproduire, à nouveau s'hybrider pour à nouveau donner naissance à d'autres types de plantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, la création lui échappe, si je puis dire, hein. Donc, bon, ça appelle, hein, alors que pour ceux qui me connaissent, il y a à nouveau cette dimension philosophique qui m'est chère, mais en effet, il y a dans ces œuvres de Miguel Chevalier, on ne peut pas ne pas en parler. Ce processus d'être en effet, le démiurge qui, en effet, dans ses mains le pouvoir de créer des fleurs, des plantes, euh, est tout à fait intéressant dans ces œuvres-là, avec ce cycle de vie finalement qui est évolutif, mais qui ne se termine jamais, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est lié au génératif et qui va sans cesse se renouveler. Voilà, on est rentré en matière, hein. N'hésitez pas à me couper si je vais trop vite pour qu'on puisse approfondir ce que je dis. Donc, voilà les exemples de graines qu'il a conçues, Miguel Chevalier. Ce sont donc bah, des graines, je l'ai déjà dit, virtuelles. Il y a plus dans cette première recherche, il y a plus je crois que, alors de mémoire, il y a 27 graines. Il a créé 27 graines. Donc, vous voyez, elles sont numérotées, graine numéro 1, etc. Alors, je ne les ai pas toutes mises, mais ça nous donne vraiment une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Alors, évidemment, on a cette inspiration végétale et de plantes existantes. On ressent bien, en effet, ce graphisme virtuel. Alors, c'est quelque chose sur lequel on peut s'interroger, hein. Alors, je crois que, Étienne, vous avez pris, comme vous avez pris la chose en cours de route, je ne sais pas si vous avez pris connaissance des problématiques que j'avais élaborées au départ, mais il y a vraiment cette idée-là de l'interface numérique comme constituant en plastique. Ça, c'est quelque chose qui m'interroge. C'est-à-dire comment on arrive finalement, alors même si le fond est noir, hein, on le voit. Donc, c'est vrai que si on regarde des plantes et notamment des herbiers, le fond est rarement noir.
pour être dans ce lien avec la nature. Euh, le titre, je le rappelle, c'est Nature et artifice. Donc, le fait que le fond soit noir, et il y a une raison aussi. Mais même si le fond n'était pas noir, on peut remarquer quand même que dans le graphisme des plantes, on sent bien qu'il y a quelque chose d'artificiel. Donc ça, c'est un questionnement qui me semble intéressant. Et qu'est-ce qui fait, en effet, que nous, dans notre regard d'être humain, on arrive à voir que ces fleurs ne sont pas naturelles, même si elles sont inspirées d'éléments naturels. Qu'est-ce qui fait qu'on voit tout de suite qu'elles sont artificielles? Alors évidemment, on pourrait parler des couleurs, hein. J'ai parlé du fond, on pourrait parler des couleurs. C'est vrai que les couleurs, malgré des transparences qui rappellent les transparences des pétales, des corolles dans la nature, sont une transparence peut-être un peu métallique, on pourrait dire ça comme ça, hein. Il y a quelque chose qui, voilà, qui est un peu, oui, un peu métallique, un peu moderne finalement. On pourrait le situer comme ça, peut-être un peu rigide. Peut-être que ça manque de souplesse. On verra, hein, un petit peu plus tard que pourtant, alors évidemment là on est à travers l'écran, on l'a vu, hein, dans les vidéos que je vais passer tout à l'heure pour attendre un petit peu, euh, que les plantes bougent, hein, qu'il y a une notion de mouvement, de déplacement aussi dans ces œuvres évolutives. Et évidemment, quand on les voit fixes comme ça, quand on les voit immobiles, finalement, on arrive certainement à, à, à appréhender plus le fait que ce soit artificiel. Mais euh, dans, dans- dans le déplacement, on va le voir tout à l'heure, dans le mouvement, qui est interagi par le spectateur d'ailleurs, hein, où il y a une vraie une participation. On a peut-être moins cet effet-là, mais quand même. Alors, vous verrez que Miguel Chevalier a vraiment joué avec ça. Je vous montre les autres graines. On voit toujours ces transparences, mais on est toujours en effet, dans des couleurs qui rappellent les couleurs un peu photoshopées, des couleurs, voilà, les couleurs d'impression en fait, hein, le CMJN, le cyan magenta, le jaune, le noir. Enfin, on a vraiment cette idée un petit peu d'imprimeur en fait, dans ces, euh, dans ces éléments-là. Donc, on en fait nous met dans un pas de distance, dans un écart, on appelle ça comme ça, avec le motif qui serait un motif issu directement de la réalité. Euh, on regarde, c'est toujours dans le même axe, hein, dans la même démarche, donc de son premier axe qui s'appelle sur nature. On est sur donc ces graines qui sont installées, hein, dans un espace d'exposition. Ça s'appelle installation de réalité virtuelle, générative et interactive. Générative, on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est évolutif. Interactive, parce qu'il y a une interaction avec le spectateur. Alors, l'interaction avec le spectateur, je ne sais pas si c'est très lisible. C'est amusant, en tout cas, quand on est dans ces expositions-là. Vous voyez, on voit les spectateurs qui se déplacent. On voit leur silhouette, en tout cas. On comprend avec aussi ces éléments transparents qu'elles sont en mouvement. Et c'est ces mouvements-là qui vont générer des mouvements dans les plantes. C'est-à-dire que quand on se promène à gauche ou quand on se promène à droite, les plantes basculent à gauche si on va sur la gauche ou basculent à droite si on va sur la droite. Donc elles suivent en fait, grâce à des capteurs, euh, nos mouvements, nos déplacements, les déplacements des spectateurs pour également se mettre en mouvement. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est vraiment une, euh, une exploration, hein, des artistes aujourd'hui dans leurs œuvres. C'est-à-dire, bon, depuis le début du XXe, on est quand même dans ces dimensions de sculpture qui sont en mouvement, qui font aussi parfois du bruit. Donc, dans cette idée, en effet, d'engager totalement et complètement le corps, hein, du spectateur, d'être dans un engagement physique. Joseph Beuys parle d'engagement total, hein, d'art total. Alors moi, je suis une fan absolue de Joseph Beuys, donc je le cite régulièrement. Mais il y a cette idée-là, outre le fait que Joseph Beuys, pour le rappeler quand même, il soutenait l'éducation artistique et il pensait en effet que
l'outil de l'art pouvait nous élever et pouvait en effet améliorer le monde de demain. Grand performeur, et il avait cette idée-là en effet qu'il fallait voilà être que ce soit l'artiste ou que ce soit le spectateur, être dans une interaction très fine et très sensible pour pouvoir appréhender l'œuvre le mieux possible dans cette idée d'exacerber complètement tous nos sens. Alors nos cinq sens, ceux qui nous permettent en effet de voir, de sentir, d'entendre, etc. Mais pourquoi pas aussi d'aller dans une dimension plus sensible dans l'appréhension de ces œuvres. Autre image hein, qui concerne toujours la même installation. Vous voyez, alors on arrive à capter un petit peu le mouvement et les différents panneaux donc de ces plantes qui évoluent, qui changent au fur et à mesure du temps en fait, hein, parce qu'évidemment il y a une dimension temporelle dans ces œuvres-là, il y a un changement dans, dans, dans l'œuvre elle-même. Euh, L'œuvre n'est plus dans l'ordre du fini, hein. On a parlé de ce concept-là, mais toujours en devenir. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et, euh, et la nature, hein, cette nature de synthèse, on pourrait l'appeler comme ça, évolue de manière autonome, hein, dans une dimension d'autonomie. Euh, Elle s'autogénère également en temps réel. euh, et les plantes se courbent pour peut-être former, on pourrait aussi extrapoler une sorte de chorégraphie ou des sortes d'entrelacs, on pourrait dire un peu baroques, voilà, qui génèrent des ballets végétaux. Alors parfois il y a de la musique. Sur celle-là, d'ailleurs, Miguel Chevalier a travaillé en collaboration avec des informaticiens, mais aussi avec des musiciens. Voilà, il y a aussi cette dimension-là. On peut aussi, si on devait, si on, je pense que ça peut être intéressant de lier ces paysages euh, de surnature à une forme d'impressionnisme. Je ne sais pas si c'est quelque chose que peut-être vous voyez, mais il y a cette idée-là hein, dans la touche, euh, dans les touches de couleurs qui sont les unes juxtaposées, euh, donc à côté les unes des autres, mais aussi dans cette idée peut-être de... Alors, je sais que vous avez vu ça, de, de cette idée, en effet, où on a alors chez les impressionnistes, il y a cette idée de mouvement à travers l'exploration de la lumière, l'expérimentation de la lumière. Ils ont très vite vu, quand ils sont allés à l'extérieur, que la lumière interférait sur les végétaux, notamment sur les fleurs, sur les plantes, sur le paysage de façon plus générale, et que, bah, évidemment, l'air aussi intervenait, qu'il y avait, la nature n'était pas statique. Et donc, il y a quelque chose, en effet, qui pourrait nous rappeler ces tableaux impressionnistes dans les œuvres de Miguel Chevalier. Toujours, et c'est ce qui est intéressant chez Miguel Chevalier, c'est qu'à travers ce concept des graines virtuelles, finalement, euh, il l'a complètement développé, hein, on le verra après dans les trois autres axes, mais il l'a développé non pas seulement dans ces graines virtuelles, qu'il a continué d'approfondir de plus en plus, mais aussi dans les lieux. C'est-à-dire il a investi ensuite les lieux euh, extérieurs, hein, donc les lieux urbains, pour intervenir dans les rues, telles du street art, mais de façon virtuelle, et pour permettre finalement à tout public de pouvoir être sensible à ces œuvres. euh, et de pouvoir profiter de ces œuvres sans forcément aller dans un musée. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble aussi intéressant, ces interventions dans la rue, hein, in situ, on appelle ça comme ça, pour en effet montrer cet espace urbain qui devient un espace de nature, mais de nature artificielle. Alors vous voyez qu'il y a une tension intéressante hein, entre ces cités urbaines qui sont euh,
dans une dimension finalement industrialisée et cette tension avec ce graphisme végétalisé, mais végétalisé non pas avec la nature, ce qu'on peut retrouver dans les murs végétalisés, euh, mais végétalisé à travers un monde virtuel, donc à travers l'outil numérique. Cette tension, ce contraste est extrêmement intéressant en effet. Parce que Miguel Chevalier nous apporte de la nature, mais de la nature qui est une fausse nature, qui est une nature virtuelle. Donc de la nature virtuelle dans une cité urbaine, ça sous-entend que la nature n'est plus en fait, clairement, et qu'elle remplace la nature avec un grand N, celle qui en effet nous permet de respirer et de survivre. Euh, Toujours dans la même exposition, dans la même catégorie classification sur nature. Je ne dis pas exposition, hein, excusez-moi, parce que c'est vrai que c'est une grande exposition dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup d'expositions qui ont été faites dans beaucoup d'endroits différents et sur des supports différents. Alors, vous voyez, on a vu dans les galeries, on a vu sur des murs extérieurs, donc dans des villes. Donc, c'est toujours le même concept sur nature, mais décliné sur avec des médiums différents, sur des supports différents, avec des formats différents, mais avec cette même idée de générative et interactive. Voilà, d'autres supports, d'autres lieux. Donc là, c'était en France, dans le domaine de Chaumont-sur-Loire. Donc, vous voyez, on est toujours sur le même principe. On arrive quand même à vraiment appréhender le ruban. Intéressant aussi, toujours le même, hein, je vous ai parlé de supports, hein. Là, on avait des supports muraux, des supports dans des écrans, et puis on a des supports aussi qui sont comme des toiles euh, et qui sont faits de fil blanc. Donc l'écran est fait sur cette trame, sur ces fils blancs, et ça permet au spectateur de circuler et de traverser l'écran, hein, comme si l'on traversait différents mondes pour aller dans d'autres dimensions, d'autres espaces. Donc c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Intéressant aussi vous voyez, on a des reflets qui se, qui se projettent sur les sols, qui génèrent finalement voilà, des interstices blancs, hein. Il y a des couleurs et puis il y a des absences de couleurs. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi de très interactif dans cette dimension-là, et à chaque passage du spectateur, ça modifie aussi évidemment le tableau, la toile, hein, et cette traversée. euh, de ce monde, de cette toile, de ce support, hein. On rentre véritablement dans l'œuvre. Je le disais tout à l'heure au départ, hein, cet engagement physique, il est de fait complètement opérationnel. On traverse l'œuvre, hein. On s'engage à travers nos déplacements pour modifier l'œuvre de gauche à droite. Et puis là, il nous demande, l'artiste, de traverser véritablement cette œuvre, où l'œuvre nous traverse véritablement. Je pense qu'il y a une réciprocité qui est en place, en tout cas chez l'artiste, qui est pensée chez l'artiste, dans cette idée de traversée. Euh, voilà, donc sur nature, je remontre quelques éléments qui sont un peu plus grands. Ah si, je peux m'arrêter aussi sur celle-ci, notamment sur le titre qui est intéressant, hein. Moi, j'invite toujours tous les élèves, notamment quand on ne connaît pas les artistes, lisez toujours les encarts. Alors parfois, les artistes manquent d'imagination et il n'y a pas de titre, ou alors le titre, c'est sans titre, donc ça ne nous apporte pas énormément, mais quand même, l'époque nous donne des indications très importantes, et le médium, évidemment, le lieu parfois d'exposition. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, le fait que ce soit éventuellement une installation, que ce soit in situ, euh, les matériaux qui sont employés, qui sont exploités chez l'artiste. Et là, le titre, il est vraiment intéressant. Paradis artificiel, ça doit nous évoquer des choses, notamment dans la littérature. Donc, c'est pas anodin, en effet, ce paradis artificiel.
Il y a quelque chose chez Miguel Chevalier, en effet, alors chez tous les artistes, vous me direz, hein, vous pourriez m'arrêter, et je vous dirai oui d'ailleurs, hein. Mais il y a vraiment un questionnement intéressant dans cette dimension de paradis artificiel ou de paradis perdu, hein, de finalement peut-être nous questionner sur cette nature que l'on est en train de perdre et qui est en train d'être finalement artificialisée. On le sait aujourd'hui, pour faire une petite parenthèse, mais qui est liée à ce que je viens de dire, que on fait pousser des légumes, des fruits sans terre, hein, donc parfois malheureusement génétiquement modifiés dans des serres. Donc il y a cette dimension-là chez Miguel Chevalier, de nous faire réfléchir à cette nature-là qu'on est en train de nous proposer demain et après-demain. Voilà, je pense que c'est extrêmement intéressant, en effet, en tout cas, de questionner, ne serait-ce que de questionner. Voilà. Alors, peut-être on aura le temps de regarder l'œuvre, sinon je vous donnerai les références. On en a regardé une. On va passer à la deuxième, deuxième catégorie de Miguel Chevalier qui s'appelle Fractal Flowers. Alors, on est toujours dans le même principe, hein, vous voyez, il va approfondir, en fait, alors vraiment, il va complètement prendre à bras le corps, pardon, son concept, hein, de graines virtuelles. Euh, il a raison parce que c'est un concept extrêmement original. Et puis, il va vraiment l'approfondir euh, au fur et à mesure, finalement, des expositions qu'il propose. Donc ça, c'est la deuxième génération, hein. On a vu la première génération, toujours d'un herbier virtuel. Et là, ce Fractal Flowers se compose de 200 graines différentes en forme et en couleur. Donc voilà, on est sur un panel de graines, 200 graines, c'est quand même énorme. Peut-être je rappelle le fractal. Fractal, c'est quelque chose qui est intéressant en plus, non pas seulement en mathématiques, en sciences, mais en art également, hein, dans une pratique artistique. Donc c'est un objet géométrique qui est fragmenté, ou on pourrait dire infiniment morcelé, dont les détails sont observables quand même, mais à une échelle que l'on choisit généralement arbitrairement. Donc je pense que vous connaissez cette dimension-là. C'est toujours intéressant de rappeler voilà, la définition. Alors, ce qui est ajouté au Fractal Flowers, à cette deuxième génération, c'est la dimension en trois dimensions. Euh, et le fait finalement que cette fois-ci, on est vraiment, alors on le voit, hein, j'espère que vous le voyez bien sur l'écran, on est vraiment dans un univers végétal, minéral, animal et robotique. Ah, vous voyez la différence quand même, hein, dans les formes de ces propositions de graines, de fleurs. Ben, ces graines ont poussé, donc ce ne sont plus des graines, mais ce sont des plantes. Il a travaillé également en collaboration alors, avec d'autres informaticiens, pas les mêmes que pour la première génération. Un des informaticiens qui a créé ce nouveau logiciel s'appelle Cyril Henry. Le projet, ce sont des fleurs démesurées, disproportionnées, qui sont poussées à l'extrême dans leur géométrisation. Intéressant aussi, hein. On a parlé au départ, dans la première génération, éventuellement des impressionnistes, peut-être de se rapprocher en effet de ces touches célèbres des impressionnistes, chez Monet, chez Van Gogh, etc. Là, on a quand même vraiment l'impression d'aller plutôt chez les cubistes, hein. On a vraiment cette idée, en effet, de géométriser la nature. On le voit bien. Alors, c'est vrai que euh, il y a aussi toujours cette dimension un peu métallique, hein, un peu artificielle. Et puis, il y a toujours aussi cette dimension de répétition qui va évoquer en effet le déplacement, le mouvement à travers ces graines. Toujours la même dimension de processus de mutation. Les fleurs se mutent, s'hybrident, comme dans la première génération. Euh, Elles donnent naissance de manière aléatoire à de nouvelles espèces.
et qui n'ont pas été forcément anticipées, hein. On fait des liens avec la première génération. Elles sont évanescentes en quelques secondes et elles s'évaporent dans l'air, hein. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. On est toujours aussi dans cette idée d'interaction. Donc, elles interagissent avec le mouvement du spectateur. Ça veut dire que le rapport à l'image se construit, mais vraiment cette fois-ci dans la deuxième génération, dans le registre du déplacement. Euh, là, oui, j'ajoute quand même que elles ont une certaine capacité à suivre, alors grâce à des capteurs évidemment, il y a des astuces, mais à suivre du regard le visiteur quand il se déplace. Ce qui crée finalement beaucoup plus que dans la première génération où le spectateur se déplaçait et faisait courber les plantes. Là, il y a vraiment un dialogue qui se produit entre le spectateur et cette plante artificielle qui crée finalement comme quelque chose de troublant, de mystérieux, hein, entre le spectateur et cette fleur qui semble nous regarder et qui semble vraiment pousser complètement en lien avec la participation du spectateur. Euh, donc, vous voyez l'herbier, hein, Herbarius du latin, donc le herbier, évolution. Donc, on est véritablement dans un herbier virtuel, numérisé, euh, avec la plante et puis la description de la plante. Ça rappelle aussi, pour ceux qui le connaissent, Fontcuberta, hein, il y a une idée aussi un peu de l'heure, où je crois que Hirsch avait fait ça, si je ne m'abuse. Il avait mis des sculptures comme ça près de Venise, dans la mer, et puis ils les avaient laissés, puis les mollusques, les algues avaient envahi ces cultures, et puis ça avait été très médiatisé, c'était il y a 4 ou 5 ans, et puis il avait sorti ces sculptures en disant, voilà, on a retrouvé des sculptures d'une époque inconnue, et puis après il avait révéler sa supercherie. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, puisque Miguel Chevalier invente des noms, invente des caractéristiques à ces plantes à travers cette page de droite. Donc, il y a une vraie encyclopédie, une nouvelle encyclopédie de ces plantes qui n'existent pas, mais qui existent quand même virtuellement, artificiellement. Donc, ça, c'est pareil, ça pose question sur le peut-être. Alors, on en parle aujourd'hui beaucoup avec l'intelligence artificielle, notamment avec la robotique. C'est-à-dire, quelle vie on donne à ces éléments-là? Est-ce que leur vie, finalement, est-ce que ça peut s'appeler vie déjà, hein, donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on sait qu'on va avoir de plus en plus de robots androïdes, humanoïdes, on dit ça comme ça. Donc c'est une dimension qu'il va falloir questionner. Et l'art est là pour ça, hein, on le sait. L'art ouvre des portes, hein, clairement, sur des problématiques sociétales. Voilà, donc on les voit. Alors, psychotria, hypnagogica, c'est pas facile à dire, je l'ai dit quand même. Ah oui, il y a une dimension psychotrope, hein. Il y a une dimension peut-être op art. Alors ça, c'est lié au mouvement, mais c'est aussi lié aux formes géométriques qui se répètent, hein. On le voit nettement, peut-être aussi à ce fond monochrome qui va complètement exacerber ces formes. Alors là, c'est vrai qu'on s'éloigne, hein, de la plante telle qu'on la connaît, de la plante nature telle qu'on la connaît. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement artificiel, d'extrêmement géométrisé. Euh, de modéliser même, hein. Ça rappelle les choses qu'on modélise en 3D sur différentes applications. Vous voyez, là, on est sur les fractal flowers, un petit peu différent, mais peut-être euh, un petit peu plus, je dirais que les formes peut-être sont, comme elles sont moins géométrisées, il y a peut-être ces éléments qui sont un peu plus nature, on dirait. Il y a ces jeux comme ça de, de, de fleurs géantes qui sont fractalisées avec différentes couleurs, différentes formes qui, voilà, qui se dévoile et qui, à nouveau, crée un univers végétal extrêmement intrigant.
un monde extrêmement intrigant, euh, hypnotique, hein, je pense, en effet, hypnotique par les formes, hypnotique par la couleur, hypnotique par le mouvement également. Alors, c'est ce que je vous ai dit au début, il a vraiment, enfin, il continue d'ailleurs, hein, il est dans ce concept, il va le pousser jusqu'au bout, hein. C'est intéressant, je trouve, hein, comme démarche, dans cette démarche qui est un des grands points du domaine de terminal en art plastique, cette idée d'aller justement du concept, de pouvoir la développer, de pouvoir la réaliser, et finalement, pourquoi pas de pouvoir l'approfondir, de la mener dans tous les sens, dans toutes les possibilités. C'est ce qu'il fait, Miguel Chevalier, notamment ici, avec des sculptures qui sont réalisées en impression 3D, toujours avec la même démarche, hein. Donc, on est sur une fleur imaginaire, et puis grâce à la technologie 3D, euh, il réalise des sculptures qui sont faites de façon aléatoire, puisque la graine est virtuelle et qu'il y a un développement, en effet, qui se fait de façon aléatoire. Il y a un algorithme au départ, hein, on le conçoit bien, mais ensuite, en effet, il y a une dimension qui est une dimension complètement aléatoire. Alors, c'est intéressant, hein, puisque on voilà, on a ces sculptures plantes sont faites de matériaux euh, plastifiés qui, dans leur forme, sont intéressantes, hein, et qui sont comme ça préciosisées. Je ne sais pas si je peux le dire, en tout cas, qui ont une certaine préciosité, c'est peut-être mieux comme ça, hein, enfermées comme ça dans des vitrines pour montrer peut-être la rareté de ces, euh, de ces sculptures-là. La rareté, la dimension évidemment d'unicité, elles sont uniques, elles sont originales. euh, et elles sont faites avec un concept qui plutôt qui, voilà, qui génère une forme extrêmement créative, hein. Il y a quelque chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a cette espèce de main du Dimurge qui est invisible, hein, mais qui a opéré, puisque l'artiste voilà, mis en place tout son processus créatif. Et puis, il y a aussi voilà, cette main invisible qui a généré finalement à la fin ces sculptures, hein. C'est ce qui me semble intéressant. Euh, on regarde, bah, c'est la même chose, hein, enfin, c'est la même chose, pardon. C'est une œuvre différente, évidemment, avec un nom différent, mais on est toujours sur le même le même processus. Elle est installée, elle n'est pas installée comme les sculptures précédentes dans une galerie, mais en extérieur, donc in situ, à nouveau. Elle est faite d'inox, intéressant parce qu'en effet, l'inox ne s'oxyde pas, donc c'est peut-être mieux. Rouge. euh, et au milieu, en effet, d'une forêt en Martinique. Alors, un contraste saisissant, en effet, entre ce vert ce vert et ce rouge, hein, le vert qui est complémentaire du rouge. Donc, on a un contraste, un joli contraste. Et puis aussi, on a un contraste par la forme, évidemment, hein, ces formes qui s'empilent, qui s'assemblent, qui sont géométrisées et qui sont en tension avec ces arbres, avec ces formes d'arbres les uns à côté des autres. Et aussi, vous voyez, ces racines qui me semblent intéressantes dans l'installation, dans la vision, avec cette sculpture qui est installée juste à côté, qui n'a pas de racines pour le coup, hein, qui n'a pas besoin de racines pour survivre. À nouveau, on est dans ce questionnement de cette nature vraie et de cette nature artificielle qui dialogue l'une avec l'autre, et de cette dimension peut-être de, d'une nature qui est vouée à disparaître. Troisième génération, Transnature, elle s'appelle Transnature. Je regarde juste où ça va, hein. On n'est pas trop mal au niveau de l'heure. Je regarde un peu l'heure. Transnature, bah, troisième génération. Bah, on répète, hein, toujours
le même processus créatif de la part de Miguel Chevalier, avec des formes peut-être qui sont plus approfondies, avec un développement de la nature artificielle qui s'inspire des arborescences, peut-être qui s'inspire, hein, la transition était là, des racines, des branches, euh, qui rappellent la végétation des sous-bois. Également, cette troisième génération qui mêle les formes en 2D et en 3D, qui s'inspire des arbustes, des brindilles, également des feuillages. On a une dimension réaliste, mais également abstraite. On a une plante à nouveau qui naît aléatoirement, qui s'épanouit, qui meurt en fonction de son code morphogénétique, hein, qui est pensé dans l'algorithme. Il y a ces jardins, ces paradis artificiaux qui se métamorphosent en permanence, des formes fluides qui se déploient, comme la première génération, sous forme de courbes qui se déplacent, qui sont en mouvement et qui semblent également dans cette dimension 3D, pour l'avoir expérimenté en vrai, parfois sortir de l'écran. Alors, voilà, si vous avez de la chance d'aller voir, alors nous, on va aller la voir en janvier à Paris. Il y a une dimension en immersion de Miguel Chevalier au Grand Palais en janvier. Et vraiment, c'est cette sensation-là. Vraiment, quand on est dans ces œuvres euh, immersive, on a le sentiment que la plante parfois sort de l'écran pour nous happer et dialoguer avec nous. C'est assez bluffant. Euh, donc toujours dans cette dimension transnature. Alors vous voyez à nouveau, hein, voilà, il explore tout, Miguel Chevalier, tous les supports, tous les formats, tous les lieux. On est dans un siège social d'une entreprise. Et puis il a généré comme ça comme un triptyque, hein, trois écrans, trois panneaux dans lesquels il installe son jardin extraordinaire avec ses plantes, cette nature artificielle qui, voilà, qui se métamorphose à souhait et qui naît, vit et disparaît et renaît, et etc. Euh, voilà, l'art dans les bureaux, l'art dans les rues, l'art pas seulement dans les galeries. C'est un concept cher aux artistes de street art et qui me semble aussi important, hein. Il faut absolument que l'art puisse être apprécié dans tous les lieux, que chacun puisse être sensibilisé à l'art, peu importe là où il vit, peu importe ses revenus, peu importe voilà, son contexte culturel également. Euh, alors, transnature toujours, hein, vous voyez les formes, hein, on est vraiment dans des formes beaucoup plus précises, beaucoup plus détaillées, peut-être plus denses aussi, peut-être plus je vais le dire autrement, ça va pas sortir, peut-être dans cette dimension de répétition plus exponentielle, hein. Il y a quelque chose d'exponentiel, c'est-à-dire qu'on est vraiment, il y a une multiplication, le terme est bon cette fois-ci, une multiplication de ces formes. Donc il y a quelque chose qui nous prend, hein, qui prend tous nos sens dans cette multiplication, qui est dense et qui finalement, dans cette densité, euh, nous immerge complètement. Là, pour le coup, hein, on voit depuis le début sa démarche, hein, qui se développe, et on est dans une nature qui était inspirée au départ, hein. Rappelez-vous la première génération, et dans la troisième, on est dans une nature réinventée, hein, complètement. Il a complètement réinventé, Miguel Chevalier, cette nature. Euh, on est toujours dans la troisième génération, hein, Flower Power. Donc, vous voyez, là, il investit, c'est au Danemark, il investit les sols. À nouveau, les spectateurs interagissent en marchant sur les sols. Donc, on a des mouvements grâce aux mouvements des spectateurs. C'est assez captivant, hein, cet univers végétal. On commence à voir ces phénomènes-là dans les grandes villes, les grandes capitales. euh,
de, de ces sols. Alors malheureusement, essentiellement, j'ai vu ça dans les grandes zones, bon, assez jolies quand même, mais grandes zones, notamment dans les arènes, sur la Plaza España à Barcelone, dans l'arène qui a été transformée à mon grand dam par un gigantesque centre commercial. Il y a des sols comme ça. D'ailleurs, il y a une grande galerie tout en haut où il y a des œuvres en immersion. Il y avait Van Gogh il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a ces sols comme ça qui commencent à être exploités dans différents lieux, dans des lieux finalement qui sont très éloignés des musées. Mais pourquoi pas, hein. Moi, pourvu qu'il y ait de l'art un peu partout, finalement, ça ne me dérange pas. Donc, il y a cette dimension aussi, j'en ai pas parlé, mais de rêve, de lien avec peut-être le subconscient ou l'inconscient, si on pouvait aussi le lier à d'autres courants artistiques ou à un autre courant artistique. On a parlé des impressionnistes, on a parlé également des cubistes, on pourrait parler du surréalisme, parce qu'il y a cette dimension, en effet, qui serait liée au monde du rêve, chez Breton, chez Éluard, chez Dali, évidemment, et au monde de l'inconscient. Et c'est quelque chose qui est prégnant, je trouve, dans cette troisième génération, à travers peut-être cette appréhension, ces angoisses de cette nature, en effet, qui nous est chère et qui est nécessaire, hein, pour avoir un univers pérenne et qui peut-être se transforme en quelque chose d'artificiel de plus en plus. Ce monde végétal voilà, qui se numérise et qui devient un artifice. Euh, voilà, point d'interrogation. C'est un questionnement sur lequel voilà, on fera un sujet, on fera des sujets, je proposerai des sujets là-dessus. Toujours dans la même catégorie. Donc là, à nouveau, il a repris ce type de paradis artificiel, donc dans un dôme, hein. On est complètement également, c'est quelque chose qu'il travaille beaucoup, Miguel Chevalier, cette dimension immersive, hein. On est à l'intérieur complètement en immersion dans son œuvre. Euh, L'architecture, d'ailleurs, embrasse tous les spectres lumineux. Et l'idée, bah, c'est de pénétrer dans cette espèce de paroi rocheuse, telle une grotte, et voilà, de perdre finalement tout sens de la réalité, d'être complètement euh, perturbé dans nos sens et dans notre façon d'appréhender le monde avec nos deux pieds sur le sol, de perdre pied, c'est vraiment ça, pour le coup, en étant, vous voyez, on voit les spectateurs, je ne sais pas si vous les voyez, on les voit allongés, donc ils sont vraiment dans cette dimension du lâcher prise et ça rappelle le planétarium, hein, mais on est dans un planétarium d'un paradis artificiel. Dans lequel on va pouvoir déambuler, mais pas avec le corps, hein, cette fois-ci. Et c'est ça qui est intéressant, avec l'esprit, avec la tête. Alors, l'intellect, je ne dirais pas l'intellect parce que je pense qu'il y a peut-être cette dimension justement de plutôt laisser exprimer ses sens plutôt que son intellect. Hein, on est vraiment dans la dimension des arts plastiques, hein, vous le savez, hein, c'est-à-dire que les arts plastiques, contrairement aux sciences, même si on est très lié aux sciences, on part du sensible pour le rendre intelligible. Les sciences sont dans l'intelligible et l'idée des sciences, c'est de partir de l'intelligible pour aller dans le sensible. Alors malheureusement, les sciences ne le font pas à tous les coups, à mon grand regret, mais c'est un peu cette dimension-là. Donc là, le déplacement, il est aussi virtualisé chez l'homme. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que Miguel Chevalier nous amène à nous déplacer, mais pas avec notre corps cette fois-ci, pas avec un engagement physique, avec notre tête. Voilà, même principe, hein, bon, je vous invite à aller voir ses œuvres si ça vous intéresse. Quatrième génération, quatrième et dernière génération qu'il a appelée Extra Natural. On est voilà, toujours, hein, je répète, hein, dans des réflexions sur les formes naturelles, sur les inspirations de cette nature, sur aussi cette mécanique du mouvement.
mais également sur l'impact peut-être des nouvelles technologies sur l'humanité. Euh, donc cette proposition alors développée par le même informaticien que la deuxième génération, toujours cette idée de jardin virtuel, luxuriant, avec des fleurs imaginaires aux formes, alors je vous montre quand même les images, c'est plus intéressant, aux formes stylisées. Hein, vous voyez, il y a comme un mélange. Hein, il est allé de formes très, très naturelles quand même, avec des formes très souples, très courbes dans la première génération, pour aller dans une dimension de plus en plus géométrisée. Et puis à nouveau, dans cette quatrième génération, on a le sentiment voilà, qu'il reprend des formes plus corollaires, hein, plus liées aux pétales, à la nature, à des formes qu'on peut retrouver en effet dans les plantes, dans la botanique, dans les feuilles. Euh, alors, je ne l'ai peut-être pas dit au départ, mais c'est vrai que Miguel Chevalier, on le sent. Alors, je le dis là parce que c'est vrai que c'est tellement évident. Alors, vous qui êtes en Colombie, vous devez le voir. Hein, c'est vraiment cette inspiration des fleurs exotiques dans les corolles, dans les pétales notamment. Alors, il faut savoir que Miguel Chevalier, il est né au Mexique, il a beaucoup voyagé. Il vit à Paris maintenant. Bon, il a aussi vécu pas mal en France, mais son enfance, il l'a passé au Mexique. En Amérique latine, euh, et il a passé pas mal de séjours aussi, plusieurs mois à Kyoto au Japon, et il a été vraiment très très inspiré par la nature omniprésente en Amérique du Sud, la nature luxuriante, et c'est quelque chose qui l'a marqué et qui, on le voit bien aujourd'hui, hein, dans ses œuvres et dans ce qu'il propose, et qui continue finalement à l'inspirer. Euh, et il le dit, hein, il le dit très clairement, il a été fasciné également par les plantes carnivores, hein, euh, qu'il nomme, dont il parle très très bien, qu'il connaît parfaitement. Et c'est vrai que voilà, j'y pense, je ne vous l'ai pas dit au début, je m'en excuse, mais j'y pense parce que quand on le voit là, on ne peut penser que à ces inspirations de fleurs, pardon, exotiques. Alors vous me direz à la fin si vraiment vous avez le même sentiment que moi et de ces inspirations-là. Donc voilà, toujours quatrième génération. Toujours cette idée d'interaction avec des capteurs de présence. Les fleurs réagissent au passage de visiteurs selon l'orientation du spectateur. Il y a toujours cette idée, pardon, de courbe de droite à gauche. Ce qui est intéressant, c'est que, bah, évidemment, elle se courbe parfois à 360 degrés, mais elle ne se brise pas. Les corolles des fleurs tombent pétale par pétale. On voit véritablement les pétales tomber. Les feuilles qui chutent. On parlait de ballet tout à l'heure, de chorégraphie, mais il y a cette idée-là aussi dans les pétales qui tombent. Presque, on a le sentiment que c'est comme une pluie, hein, une pluie de pétales. Il y a une dimension extrêmement poétique et symbolique dans ces pétales qui pleuvent, qui tombent. Euh, et puis elles disparaissent dans une espèce d'explosion d'étamine, hein, vous savez, les petits éléments qui vont permettre d'ensemencer ensuite à nouveau ces graines. Alors étamine virtuelle, hein, je vous l'accorde, mais étamine quand même. Donc il y a cette idée de chorégraphie. Hein. Alors c'est vrai que comme il y a un déplacement et un mouvement, de fait, il y a peut-être cette idée de chorégraphie, mais les fleurs aussi dans leur forme, dans leur légèreté, dans cette dimension, euh, comment dire, de danseuse presque, hein, je veux dire, corporellement, hein, dans leur corps, avec cette tige comme ça qui peut se courber, qui rappellerait des colonnes vertébrales, en effet, des danseurs ou des danseuses, et qui se courbent également. Euh, et un lien qu'on pourrait faire aisément avec la danse. Euh, qui est une autre spécialité dans le domaine des arts pour le bac art plastique. Donc, cette célébration, j'ai pas dit ce terme, mais on peut le dire, célébration dans les œuvres de Miguel Chevalier de la beauté, de la vie également. Euh,
On le voit à nouveau ici, hein, dans ces explosions comme ça, vous voyez, on voit les étamines qui explosent tel un feu d'artifice pour pouvoir se poser et ensemencer. Toujours cette dimension aussi de fleurs, pardon, qui s'hybrident pour former des fleurs complètement qui poussent de façon complètement aléatoire. D'ailleurs, Miguel Chevalier l'exprime, le dit. Ensuite, ce sont des fleurs qui sont qu'il n'invente pas lui-même, qui sont inventées par l'algorithme, qui continuent de pousser. Donc, il y a des choses qui le surprennent lui-même, qu'il voit à travers ses œuvres, hein. Cette œuvre vivante, ces œuvres vivantes.